Aujourd'hui, je reviens à nouveau sur ce titre du séminaire, les deux expériences, psychanalyse et lyrique, pour autant que le lieu d'où je vous parle, qui est un lieu topologique, et celui de l'expérience que je reçois en tant que ténor dramatique et en tant que psychanalyste. La question qui m'anime est celle qui prend en compte une rencontre, celle de ces deux expériences. Une rencontre, c'est un événement, mais ce n'est pas un événement factuel. C'est pas parce que deux personnes se parlent qu'ils se rencontrent, ou qu'elles se rencontrent, plus exactement. Ça, c'est la rencontre au sens commun du terme, on va dire. C'est-à-dire au sens de divulgation, de communication, au sens d'un sens, justement. Pour que cette rencontre puisse advenir, parce que, évidemment, elle n'est pas déjà là, il importe qu'il y ait une scène. Une scène. C'est pour ça que la voix lyrique est en elle-même une scène. Et que Freud lui-même a parlé de l'inconscient comme celui de l'autre scène. Autre scène que celle de la vie, de la conscience, de la compréhension. Comme je le disais le 11 décembre, c'est-à-dire la dernière fois, cela ne va pas de soi. Pourquoi? Parce que il y a nécessité que ce qui ne cesse pas, nécessité ne cesse. Vous voyez que la langue nous met dans une perspective. Que ce qui ne cesse pas d'être dit, expliqué, écrit, cesse. Je reprends. Il est nécessaire que ce qui ne cesse pas de se dire, de s'écrire, cesse. Alors, et c'est ça la rencontre, quelque chose d'énigmatique, d'intime, cesse de ne pas se dire, s'écrire. Quelques mots, vous voyez,
une négation qui change qui passe du ne cesse pas à cesse, et on est dans un autre monde. C'est-à-dire que on est promu comme celui qui a entendu, et non pas pensé, ni compris, entendu un appel. Que les Grecs, je dis que c'est pas d'actualité parce que maintenant, vous le savez mieux que moi, le latin et le grec, c'est quelque chose qui est mis aux oubliettes. Que les Grecs pouvaient trouver, il y a un trou, trouvaille, pouvaient trouver dans le fait qu'ils entendent, qu'ils soient tendus en, que quelque chose en eux, tende, c'est ça, entendre, c'est pas écouter, entendent un appel qui est celui de Dionysos. Bien sûr, c'est un mythe. Mais un mythe, c'est ça. Ça va pas tellement avec le monde actuel. Un mythe, c'est pas l'imaginaire au sens habituel du terme. C'est pas de la rêverie. C'est pas de la rêve-évolution. C'est pas de la révolution. Un mythe, comme le dit Claude Lévi-Strauss, ce penseur très important, qui est mort il y a quelques années, un mythe, c'est quelque chose qui s'analyse. Et voilà l'analyse et la psychanalyse. Même si ça s'analyse pas tout à fait comme lui, il pouvait l'analyser. Alors, je disais la fois dernière et déjà les fois avant que il y a un temps mutique. C'est-à-dire que de toute façon, on ne s'en souvient pas. Pour tout être parlant, pour chacun d'entre nous, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ça ne se démontre pas, ça peut seulement se montrer. Et parfois même se monstrer. Parce que ça peut être monstrueux. Ce temps est une temporalité particulière qui fait que il échappe évidemment aux idées, à la pensée, et à nouveau je reviens au grec quand même, à la langue, non sans évoquer que ce qui permet aux chanteurs lyriques de se guider, c'est la pointe de la langue. Curieux, même mot. Seulement ça s'écrirait peut-être pas tout à fait pareil. Lacan, quand il parle de la langue, il écrit L-A-N-G-U-E. C'est-à-dire, il crée un néologisme. Pour que quelque chose d'intime, ce que nous ne savons pas que nous savons. C'est ça la définition de l'inconscient. Ce que je ne sais pas, que je sais. Ce que je ne sais pas que je sais, l'intime, puisse
c'est ça la rencontre, puisse advenir comme se faisant entendre. C'est la dynamique de ce que l'on appelle en psychanalyse la dynamique pulsionnelle. Se faire entendre, la pulsion invocante. Et ceci existe depuis toujours, bien sûr. Hein. Il y a donc un temps, je reviens là-dessus rapidement, il y a un temps où le petit dôme, voilà, le petit dôme. Homme, on peut l'écrire bien sûr comme on connaît, H-O-2-M, on peut l'écrire H-O-M, on peut même l'écrire OM, après tout. Ce qui compte, c'est le son. Ça s'appelle le signifiant. Ça ne veut pas dire que ça rejette non plus les lois habituelles de l'écriture. Mais la rencontre, c'est la rencontre des deux, justement. Or, et c'est tout le génie de Nietzsche, en 1872, dans son travail intitulé « La naissance de la tragédie grecque », écoutez bien, enfanté par l'esprit de la musique, c'est tout le génie de Friedrich Nietzsche de nous passer. C'est un passeur, mais pour un passeur, pour que le passeur soit effectif, il faut qu'il y ait un passant. Est-ce que nous serons passants? Est-ce que nous sommes passants? C'est pas tellement le cas maintenant, je reviens à nouveau là-dessus. Pour que nous advenions soudainement comme passants d'une rencontre mythique, c'est vrai. Mais un mythe, c'est une façon d'interpréter quelque chose d'insaisissable. Ce passage de l'intime à l'extérieur qui fait dire à Lacan, qui fait créer à Lacan ce néologisme, l'extime. En d'autres termes, ce que j'essaie de parler par le biais de ces deux expériences que j'ai nouées, j'ai changé un peu le titre là aujourd'hui, puisque là c'était le nouage des deux expériences, m'a semblé plus logique d'avancer encore plus en direction de ce qui psychanalyse et lyrique les faits advenir comme passant quelque chose. Alors là, j'ai quand même vous dire quelque chose qui est connu depuis longtemps. Hein. J'ai déjà dit. On trouve ça chez Virgile, à autre référence. Là, c'est pas les Grecs, c'est les Latins. Hein. Pour être latin, dans les bucoliques. Numero Deus impare gaudet. À traduire, avec Lacan, le numéro 2 se réjouit d'être engendré par l'impair. Et l'impair, ça commence pas du tout au 1, comme on le pense souvent, ça commence au 3. Autrement dit, ce nouage de psychanalyse lyrique, qui là, j'ai mis une barre, non pas horizontale, psychanalyse lyrique, provient et promu du fait que, au-delà du discours analytique et du lyrique, il y a dans le langage, là il faut y aller, hein, comme quand on chante un aria et puis qu'on se lance, là, hein, il faut y aller. Il y a au commencement le 3, l'impair. Le 2 vient du 3, sinon
Vous connaissez les histoires de la vie. Ça fait des couples qui s'accouplent. C'est à peu près tout. Chacun voulant préserver sa petite nature, ce qu'on appelle son petit narcissisme. Donc, ce moment-là, ce moment insaisissable, imprévisible, parce qu'il ne se dit pas avec des mots, il ne se dit pas avec des images, avec des idées. Je n'ai pas les idées, en grec évidemment, les idées, eidos. Les idées, c'est quelque chose qui vient du voir. Qui vient du voir, c'est les idoles. Et Dieu sait si chacun a ses idoles. C'est pas uniquement des images comme ça qu'on peut voir. Que Moïse constate, là, tout d'un coup, en revenant, là, cette apparente rencontre avec l'Éternel, et il brise les tables de la loi, parce qu'il voit qu'on adore les idoles. Les idoles, c'est fait pour être adoré. Le problème, c'est, est-il possible que les idées, que les pensées, qu'on a tous, évidemment, que les pensées puissent être ni adorées, ni abhorrées, puissent être, comment dire ça, puissent être le temps d'un instant, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, puisqu'elle ne cesse pas de s'écrire, qu'elle puisse cesser, pour qu'alors, quelque chose d'autre cesse de ne pas s'écrire. Mais ça va être fugitif. Et là, on voit la voix lyrique. La voix lyrique, c'est quelque chose de fugitif. Ça se met pas dans une boîte. Les pensées, ça se met dans des boîtes. Il faut penser d'une certaine manière. Je pense donc je suis, je pense donc j'essuie. Descartes 1620, mais il y a la note à son maître. Qu'on oublie, que rappelle Lacan. Au moment où je monte sur la scène du monde, je m'avance masqué. Et oui, alors l'opéra, c'est évidemment tout ça. C'est tout ça. Il n'y a même pas besoin d'avoir des masques. Dans le parler, ça sans doute la différence entre le théâtre et l'opéra. Je rien du tout contre évidemment le théâtre. C'est que dès que la voix humaine s'émancipe, et Dieu sait si c'est quelque chose qui ne va pas de soi, parce que pour y arriver, il importe d'apprendre comment chanter, et alors comment faire ce tunnel au niveau de la bouche et du larynx, pour que l'air sous pression puisse passer et venir former un son, en venant buter sur la paroi antérieure du palais, sur une partie qui est striée. Comment est-il possible que ça puisse advenir? Et il faut apprendre. Ben oui, ça va pas de soi. Et je suis d'autant mieux pas placé pour en parler que ma voix, celle de ténor dramatique, est précisément une voix lourde. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup travailler pour arriver à cette richesse harmonique. Je reviens. Car c'est pas facile, vous voyez, de rester dans ce fil. Dès qu'on se met à parler avec des mots, à penser, on est conduit
à s'égarer. Parce que nous sommes des êtres égarés. Voilà. La bonne nouvelle. Comme il y avait tout à l'heure, au commencement, n'est pas le verbe. Ça, c'est des penseurs qui disent ça. Au commencement est le 3. 3. Eh bien, on peut dire maintenant, on peut dire que c'est le fruit de l'expérience, du discours psychanalytique. Autrement dit, un psychanalyste qui se met à expliquer, il est plus du tout dans le champ analytique. Il est dans le champ psychologique. Et voilà, il pense. Donc il est dans cet accouplement du deux, dans cette idole, dans cette idée, dans ce qui peut... Oh, c'est bien, on comprend, hein. C'est bien, il en faut sans doute, d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Et ça s'est passé, évidemment, historiquement aussi, parce que cet appel de Dionysos, il survient très tôt. Hein? Dionysos, c'est autre chose que... Évidemment, comme on l'a rabattu, bah oui, le pauvre, il pourrait pas se défendre, parce que de toute façon, il est insaisissable, lui. Il est ubiquitaire et insaisissable. Alors là, si vous avez une petite idée, si vous avez une petite idée, hein, cette initiation dionysiaque, eh bien vous allez à côté de Naples, là où un beau jour le Vésuve s'est démonté, là, à la Villa des Mystères. À la Villa des Mystères, et vous verrez, là, comme ça vient d'être, je crois, restauré. Vous verrez, on va rien comprendre. On comprend rien du tout, hein. Celui qui veut comprendre, alors là, on a écrit aussi là-dessus beaucoup de choses, hein. Bon. Ben, ce qui était là, ce qui est mis en place là, c'est l'initiation sur les parois, sur les murs, ce qu'il en reste. C'est l'initiation, c'est-à-dire la réponse à l'appel de Dionysos. Alors, dans l'histoire, comme ça, de la pensée grecque, eh ben, le jour où le fameux Socrate, là, l'hystérique Socrate, là, est arrivé, là, on dit beaucoup bien de lui parce que il a choisi de mourir par la ciguë, mais c'est pas... Oui, hein, mourir pour des idées, pourquoi pas, hein, disait Brassens, ça. Mais est-ce que ça en vaut le coup? Avec ce que je vous dis des idoles, il faudrait peut-être quand même revenir là-dessus, hein. Eh ben, Socrate, lui, il a développé pour... il n'était pas passant du tout, hein. Pourtant, Dieu sait si on s'en envoie des kilomètres, hein, pour faire des études. Hein. Eh ben, il a développé la pensée dans les dialogues. Mais les dialogues, c'est quoi? Oh, c'est un peu mieux que les communicants actuels, hein. C'est un peu plus élaboré, mais c'est du même ordre. Eh ben, les dialogues, c'est fait pour quoi? Ben, c'est fait pour convaincre. Ben, c'est pour ça que ça revient maintenant, l'hypnose, hein. C'est fait pour hypnotiser, quoi. Bon. Mais c'est pas du tout ce dont je parle, là. C'est pour fasciner, hypnotiser. Il y a ça aussi dans la voix et dans l'opéra, bien sûr. On trouve ça chez ceux qui viennent comme ça en désespoir, de fascination, parler de leur souffrance sur un divan, comme ça. Bien sûr qu'il y a ça. Mais si celui qui est là, qui les écoute, n'est pas dans la dimension de cet entendre, s'il n'est pas tendu par son rapport à la langue, alors il sera pris dans les histoires qui finalement, avec des variantes, c'est toujours les mêmes. Bon, je vais pas vous les raconter. Enfin bon, le cher Socrate, lui, il a fait disparaître le fait de cet appel de Dionysos,
Et puis, eh ben oui, évidemment, Euripide, il l'a suivi. Hein. C'est ce que nous dit Aristophane. Aristophane, il était malin, Aristophane. Hein. Il nous préside ça dans une comédie qui s'appelle Les Grenouilles. Et puis Platon aussi. Et puis avec le beau de Platon, on a quoi? On a le christianisme. Voilà. Bon, il faudrait développer ça. Bon, j'en ai déjà dit un mot. Alors, il a fallu attendre, bien sûr, l'arrivée de Friedrich Nietzsche. Cette fameuse naissance de la tragédie grecque, engendrée par l'esprit de la musique. Oui, c'est pas la musique, hein, l'esprit. Ce qu'il y a de plus... L'esprit, c'est quoi l'esprit? L'esprit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Hein? C'est quelque chose qui a un prix. Premier point, l'esprit. C'est pas une idée à nouveau, hein. C'est quelque chose qui a un prix. Voilà. Et ce prix-là, de la musique, il importe donc que sa mise à prix soit prise en compte. Alors donc, je reviens là. Finalement, on n'a aucune idée quand on s'initie progressivement, parce que c'est une initiation. Comme il y en avait chez les Grecs, vous savez, les initiations au mystère. Il était dit que, justement, enfin c'est du moins ce qui nous a été rapporté, alors en plus, c'est pas rapporté par... Souvent c'est rapporté par qui? Par des pères de l'Église. Bon, il y avait une initiation, alors il était dit qu'il ne devait jamais dire ce qu'ils avaient vu et entendu. Voilà. Secret. Secret. Eh bien, moi, je pense que ce qui était secrété et excrété, ou plutôt ce qui était secrété, qui ne devait pas être excrété vers l'extérieur, mais qui était excrété comme ça, dans le rapport à l'autre, puisque c'était à la fois quelque chose qui a à voir avec cet appel, fertilisant et fécondant. Eh bien, ce qui était excrété, c'était quelque chose qui n'est pas loin de ce dont je parle là. Vous allez trouver à Pompéi, dans la Villa des Mystères. Si vous pouvez advenir comme passant, c'est si vous pouvez tendre l'appel de Dionysos, qui est là, il est présent, il est là. Comme à l'opéra, sur la scène. La voix lyrique est celle d'une présence. Oui, ce que je vais dire, parce que je vois que le temps tourne, puis je vais bientôt m'arrêter là, c'est que on y va par petits morceaux, parce que ce que je dis, c'est quand même, faut quand même un petit peu l'incorporer. Hein. Il ne s'agit pas de l'avaler pour le recracher, hein, pour le vomir. Hein. C'est quand même pas très digeste, hein, c'est pas les mots habituels. Mais enfin, si vous êtes là pour écouter, c'est que vous êtes un petit peu plus ou moins dans cette direction. Hein. Et bien justement, la tragédie grecque, elle vient de quoi? D'un drame musical. Voilà. Le cœur des disciples de Dionysos. Et puis un jour, c'est autour des 500 et quelques, il y en a une sorte de metteur en scène, un nommé Thespis, du Dème, je sais plus, enfin bref, c'est à côté d'Athènes, c'est par là. Il a justement, il lui est venu, c'est pas une idée ça, il lui est venu que ce cœur, comme ça, uni, comme à l'opéra, là, le metteur en scène, et puis ça, ce qui fait du 2, là, 2, D apostrophe UX, hein, du 2, ou D, 2, le chiffre, comme vous voulez, c'est la même chose. Hein. Eh bien,
il a l'idée de détacher de cet ensemble unien, voilà le un, unien, unique, hein, de détacher un personnage principal qui va s'appeler le Coryphante, qui va être nommé l'Hypocrites, c'est-à-dire, de par la traduction, Hypo, c'est dessous, hein, le répondant. Et c'est là que naît l'acteur. C'est-à-dire que l'acteur naît d'un dialogue avec le cœur, c'est ça la voix lyrique, d'un dialogue avec le cœur, pour autant que ce dialogue, évidemment, n'est pas évident. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous connaissez le truc, là, les deux, là, hein, 2D, apostrophe X ou 2. Eh ben, le cœur, il va en vouloir, évidemment. Il va en vouloir à l'acteur de s'être détaché de lui. Ah oui, histoire d'amour, ça. Hein. Et, dans ce manque, dans ce trou, créé par le départ, l'arrachage de l'acteur, de l'hypocrite grecque, de là va advenir, après il y en aura deux, après il y en aura trois, va advenir ce dialogue, dia en grec ça veut dire à travers, c'est le Durcharbeiten de Freud, le Durch, à travers en allemand. Ce dialoguer, c'est pas du tout comme on l'entend là tous les jours, embobiner les gens en leur faisant comprendre que c'est ça qu'ils doivent entendre. Pas entendre, justement, qu'ils doivent écouter. Et puis quand ils auront compris, tout ira bien. Non, c'est pas ça du tout. Pas du tout. La mise en scène d'un drame, c'est autre chose. Eh bien, il aura fallu, et je vais m'arrêter là-dessus, je reprendrai ça la prochaine fois, il aura fallu, c'est ça l'apport, le génie de Nietzsche, il aura fallu l'apport de cette rencontre de deux dieux que rien ne portait à se rencontrer. Apollon, la lyre, Dionysos, la flûte. Ils vont pas faire un couple comme ça, l'un à côté de l'autre. Hein. De la rencontre des deux va devenir le 3. Et en disant ça, je prends les choses à l'envers, puisque c'est parce qu'il y avait déjà la possibilité de cette rencontre, c'est-à-dire de ce 3, de cet étroit, que Lacan nomme le réel, cette porte étroite qui est celle du réel. C'est parce qu'il y avait déjà la possibilité du 3 qu'elle était déjà là, et qu'il n'y avait pas de passeur pour faire passer le passant. C'est pour autant qu'il y avait cette possibilité-là, cette subposition. Cette subposition, c'est en latin subjectivité. Subjet, c'est la traduction de subposition, ou en grec, hypothèse, dessous. Ce qui est dessous, qui peut franchir la barre. Eh bien, de cette rencontre de ces deux dieux va naître quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est en jeu dans cette estime qui peut advenir soudainement dans la voie humaine, que là qu'on va appeler jouissance, c'est pas du tout l'hédonisme, mais le plaisir. Et évidemment, nous nous sommes développés pour nous mettre à distance de ça. Pourquoi? On n'en sait strictement rien. C'est comme ça, on peut le constater, chacun d'entre nous. Nous sommes donc des égarés par rapport à cette dimension de l'altérité, que Lacan nomme autre avec un grand A. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser, jusque à notre prochaine, j'ai le cas de le dire, perspective de rencontre en février. Voilà, je vous remercie.